Bienvenue dans cette partie 3 des causeries de l'histoire consacrée aux États-Unis et à Cuba, l'histoire d'un conflit et la genèse d'un conflit. Nous avons vu qu'effectivement, lors de la révolution cubaine, des sanctions économiques avaient été prises par les États-Unis pour soumettre Cuba et les Cubains. Et puis, dès les années 60, les sanctions économiques deviennent totales. Et lors de la disparition, chute du mur de Berlin, disparition de l'URSS, contre toute attente, les sanctions économiques s'accentuent sur le régime cubain. Donc nous allons découvrir comment effectivement la suite de cette histoire nous est présentée par Salim Lamrani, maître de conférence donc en histoire et spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine. Bonjour Salim Lamrani, donc nous voilà revenus pour cette partie 3 et nous allons donc découvrir comment ces sanctions économiques deviennent extraterritoriales, nous l'avons vu dans la partie 2 en fin de partie 2, et comment elles vont évoluer effectivement au cours des années 90 et puis ensuite évidemment jusqu'à l'histoire récente. Bonjour Christophe Porlier. Donc, vous avez évoqué la loi Torricelli de 92, puis la loi Helms-Burton sous effectivement la présidence Clinton. Est-ce qu'on pourrait déjà refaire un petit panorama de ces deux lois spécifiques de sanctions pour ensuite poursuivre l'exploration de cette chronologie historique? Effectivement, suite à la disparition de l'URSS, les États-Unis, au lieu de normaliser les relations avec Cuba, décident, contre toute attente, d'accroître les sanctions contre l'île dans le but de renverser le gouvernement en place. 92, alors que Cuba se voit privé de son principal partenaire commercial, l'Union soviétique, et qui a donc un besoin vital de développer ses relations commerciales avec le reste du monde, Cuba se voit imposer la loi Torricelli qui sanctionne toute embarcation étrangère qui entrerait dans un port cubain. Durant les 6 mois suivant l'entrée dans un port cubain, cette même embarcation ne peut pas entrer dans un port des États-Unis, qui, rappelons-le, constitue le principal marché mondial. Le but est bien entendu de priver Cuba du commerce extérieur avec le reste du monde. 4 ans plus tard, en 1996, le président Clinton décide, là encore, démocrate, rappelons-le, d'accroître une nouvelle fois les sanctions en adoptant la loi Helms-Burton, qui est une aberration juridique, tout comme la loi Torricelli, puisque la Helms-Burton est une loi extraterritoriale qui s'applique à tous les pays au monde, en contrevenant ainsi à des principes fondamentaux du droit international public, et rétroactive. Elle s'applique à des faits survenus avant l'adoption de la loi. En d'autres termes, tout investisseur étranger qui investirait à Cuba sur des propriétés ayant été nationalisées dans les années 60 et ayant appartenu à des ressortissants états-uniens risque d'être poursuivi devant les tribunaux américains. Quel est le but de cette loi Helms-Burton? Dissuader les investisseurs étrangers de faire du commerce et des affaires avec Cuba. Voilà la réalité des premières sanctions prises après 1991. Après 1991, tout navire étranger donc accostant dans un port cubain se voit interdire l'entrée aux États-Unis pendant 6 mois. Ça, c'est la loi Torricelli. Est-ce que c'est toujours le cas? Cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui en 2023. D'accord, donc 92, 96, et donc nous arrivons en 2000, l'arrivée de George Bush Jr., donc, qui arrive au pouvoir et qui procède également à une recrudescence des sanctions économiques. Effectivement, le George Bush fils est arrivé au pouvoir en 2000 dans des conditions un peu particulières, puisqu'il a été désigné président des États-Unis par la Cour suprême, qui était à majorité républicaine, malgré le fait que son adversaire de l'époque, Al Gore, le candidat démocrate, avait obtenu plus de voix. La Cour suprême avait décidé de le nommer, de le désigner comme président des États-Unis. En 2004, il décide de créer une commission qui portait le titre suivant, Commission d'assistance à une Cuba libre. Cette commission a adopté toute une série de mesures de rétorsion économique contre
la population cubaine. La mesure la plus emblématique a été celle qui frappait les familles cubaines. De 2004 à 2009, les Cubains des États-Unis ne pouvaient se rendre dans leur pays d'origine que 14 jours tous les 3 ans, dans le meilleur des cas, à condition de pouvoir démontrer au département du Trésor que l'on avait un membre direct de la famille à Cuba. Pour nous, un membre de la famille directe, ça peut être une tante, un cousin, un neveu. Mais le président Bush avait donné une nouvelle définition de la famille qui ne s'appliquait qu'aux Cubains. Ne faisaient partie de la famille que les grands-parents, les parents, mari-épouse, frères et sœurs et les enfants. Donc, un Cubain de Miami qui n'avait qu'une tante à La Havane ne pouvait plus jamais se rendre dans son pays d'origine. De la même manière, le président Bush, avec ses sanctions de 2004, a limité à 100 $ par mois la possibilité d'aide familiale. Un Mexicain peut envoyer 1 000 $ par semaine s'il le souhaite à sa famille restée au pays. Les Cubains ne pouvaient envoyer que 100 $ par mois à un membre direct de la famille, selon la nouvelle définition donnée par l'administration Bush. Mais il y avait des exceptions à cela. Si, prenons le cas de figure suivant, un Cubain de Miami qui aurait sa mère à La Havane. Théoriquement, il peut lui envoyer 100 $ par mois. Mais si sa maman travaille pour le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées ou est membre du Parti communiste cubain, elle ne peut pas recevoir un centime de son fils. Il faut savoir qu'à Cuba, le principal employeur, c'est l'État. Il faut également savoir que sur une population de 11,3 millions d'habitants, il y a 3 millions de membres du Parti communiste. Donc, ça réduit considérablement les possibilités. Pour quelles raisons l'administration Bush a imposé ces mesures qui divisaient les familles cubaines? Alors, il y a 2 raisons particulières. La première est d'ordre économique. Il faut savoir que les transferts d'argent de la communauté cubaine installée aux États-Unis vers le pays constituent la 2e source de revenus du pays. La première source de revenus de Cuba, ce sont les services médicaux que Cuba exporte à travers le monde. La 2e source de revenus, ce sont les remesas, donc ces transferts familiaux. Et la 3e source, c'est le tourisme, c'est l'activité touristique. Donc il y a eu un impact très important au niveau économique pour Cuba. La 2e raison est d'ordre politique. Il faut savoir que les États-Unis considèrent les Cubains comme étant des exilés politiques et non pas comme des émigrés économiques. Un Mexicain qui se trouve sur le territoire des États-Unis, un Dominicain, un Jamaïcain, un Haïtien, est considéré comme étant un émigré économique. Or, les Cubains sont considérés comme étant des exilés politiques. Néanmoins, il y avait une contradiction à cette réalité, à ce postulat, disons, parce qu'en mai 2004, la minorité des États-Unis qui se rendait le plus souvent dans son pays d'origine était la communauté cubaine, bien plus que les Mexicains. Ils voyageaient 2 à 3 fois par an. Or, on imagine mal un exilé politique, donc poursuivi pour ses opinions politiques, se rendre 2 à 3 fois par an dans son pays d'origine. On imagine mal un réfugié politique chilien se rendre plusieurs fois par an au Chili sous la dictature de Pinochet. On imagine mal un exilé politique argentin en faire de même sous la dictature des militaires. On imagine mal un républicain espagnol réfugié en France se rendre en Espagne plusieurs fois par an sous le régime de Franco. Or, les Cubains des États-Unis se rendaient plusieurs fois par an dans l'île, ce qui démontrait que l'immense majorité de cette communauté était en réalité composée non pas d'exilés politiques, mais d'émigrés économiques qui aspiraient à avoir donc il n'y a vraiment pas à des Cuba relations. cette partie, enfin cette
poursuite effectivement d'opposants, par exemple au régime communiste. C'est ça. La communauté cubaine des États-Unis a fluctué, a évolué au fil des ans. Les premières vagues d'émigration étaient des vagues essentiellement composées dans les années 60 d'exilés politiques. Mais à partir de 1980 et l'exode de Mariel, la composante, la nature des émigrants a changé. Il s'agissait davantage d'émigrés économiques qui aspiraient à un niveau de vie matériel différent. Et le régime en tant que tel, le régime cubain, donc est un régime à parti unique, communiste, aussi peut-être a évolué en termes de gouvernance, peut-être qu'il n'incitait plus les gens à partir pour les opposants, je dirais. Alors, en réalité, c'est plutôt la composition de la communauté cubaine des États-Unis qui a changé. La nature faisant son travail, les vagues, la vague des premiers opposants a au fil du temps disparu et a été remplacée par des Cubains qui avaient quitté le pays non pas pour des raisons politiques mais pour des raisons économiques, notamment durant la période spéciale pour faire face aux difficultés économiques, et qui avaient encore de la famille à l'étranger, qui aspiraient à aider, qui avaient encore de la famille à Cuba et qui aspiraient à aider sa famille. Donc le président Bush a imposé ces restrictions sur le transfert d'argent. Sur le transfert d'argent et sur les voyages surtout. Et sur les voyages. Alors apparemment vous aviez aussi évoqué dans la préparation de cette émission la question des matières premières aussi. À ce moment-là, il y a aussi des restrictions sur les matières premières, notamment par rapport aux industriels qui utiliseraient des matières premières produites ou extraites du sous-sol cubain. Alors il faut savoir que Cuba ne peut rien exporter aux États-Unis, ne peut rien vendre aux États-Unis. Cuba ne peut acheter que depuis la fin des années 90 des matières premières alimentaires en payant à l'avance dans une autre monnaie que le dollar, dans des conditions extrêmement restrictives. Il y a une composante extraterritoriale, nous l'avons dit, des sanctions économiques. Par exemple, Danone, si Danone souhaite vendre ses yaourts sur le marché des États-Unis, Danone doit démontrer au département du Trésor américain que ces produits ne contiennent pas un seul gramme de sucre cubain. Cuba ne peut pas vendre son sucre aux États-Unis, mais dans ce cas précis, elle ne pourra pas le vendre à une entreprise française. De la même manière, BMW ou Mercedes, s'ils aspirent à vendre leurs produits sur l'un des premiers marchés au monde, le premier avec la Chine, eh bien, Mercedes et BMW doivent démontrer que leurs véhicules ne contiennent pas un seul gramme de nickel cubain. Donc comment fait Cuba pour exporter ces matières premières? Elle se retrouve coincée en raison du caractère extraterritorial des sanctions économiques. Par ailleurs, Cuba ne peut acheter aucun produit qui aurait plus de 10% de composants états-uniens. La flotte cubaine, la flotte d'avions de Cuba est une flotte assez obsolète. Cuba ne peut pas acheter d'avions Boeing, puisque c'est une entreprise américaine, mais Cuba ne peut pas acheter d'avions Airbus, qui est pourtant une entreprise européenne, parce que les avions Airbus contiennent plus de 10% de composants états-uniens. C'est la raison pour laquelle l'immense majorité de la communauté internationale vote chaque année, depuis 1992, contre les sanctions économiques, y compris les plus fidèles alliés des États-Unis, votent contre les sanctions économiques imposées à Cuba pour plusieurs raisons, parce qu'il s'agit de sanctions qui sont anachroniques. Elles remontent à l'époque de la guerre froide. Les sanctions sont illégales puisqu'elles bafouent des principes élémentaires du droit international public. Et ce sont des sanctions surtout qui sont cruelles parce qu'elles affectent les catégories les plus vulnérables de la population. C'est l'une des raisons pour lesquelles la communauté internationale s'oppose à l'état de siège qu'imposent les États-Unis à la population cubaine. Alors, apparemment, les choses évoluent avec l'arrivée de l'administration Obama à partir des années 2008-2012. Il y a une évolution. Alors effectivement, le candidat Obama, qui était un peu plus lucide que son prédécesseur, s'est rendu compte que la politique hostile vis-à-vis de Cuba était contre-productive. Au lieu d'isoler
Cuba sur la scène internationale, la politique de sanctions avait isolé les États-Unis sur la scène internationale. En Amérique, du Canada jusqu'à l'Argentine, le seul pays à ne pas entretenir de relations diplomatiques et commerciales normales avec Cuba, ce sont les États-Unis. Il convient de distinguer deux phases du gouvernement Obama. Il y a Obama 1, l'Obama du premier mandat, et celui de la deuxième phase, notamment à partir de 2014. Il est vrai que le président Obama a, en 2009, annulé les sanctions prises par le président Bush, notamment limiter le nombre de voyages des Cubains vers leur pays d'origine. En revanche, l'administration Obama 1 a été celle qui a imposé aux entreprises étrangères les sanctions les plus lourdes pour avoir, entre autres, entretenu des relations commerciales avec Cuba. BNP Paribas, qui est une banque française, a notamment été sanctionné de l'amende record de 7,9 milliards de dollars, j'insiste bien, milliards et non pas millions, pour avoir entretenu des relations financières en dollars avec Cuba. Il faut savoir que BNP Paribas n'a pas violé le droit français, BNP Paribas n'a pas violé le droit européen, et BNP Paribas n'a pas violé le droit international. Néanmoins, les États-Unis ont imposé unilatéralement des mesures extraterritoriales. BNP Paribas a été obligée de s'en acquitter parce que sinon, elle se voyait fermer le marché des États-Unis. Le Crédit Agricole, pour prendre simplement des exemples français, a été sanctionné d'une amende de 686 millions de dollars par l'administration Obama pour avoir entretenu, entre autres, des relations financières en dollars avec Cuba. Donc, l'administration Obama a cette particularité d'avoir eu une rhétorique beaucoup plus constructive, mais néanmoins avoir appliqué des mesures. Parce qu'il faut savoir que si le Congrès décide de la loi, c'est le pouvoir exécutif qui applique la loi. Donc les sanctions ont été appliquées par le département du Trésor, donc par l'administration Obama. Ensuite, en 2014, là on assiste à une nouvelle phase. Le président Obama, qui est un type intelligent, s'est rendu compte qu'il fallait adopter une nouvelle approche vis-à-vis de Cuba. Et il a décidé d'ouvrir un dialogue avec la Havane. Il convient de rappeler que ce sont les États-Unis qui, le 3 janvier 1961, ont unilatéralement rompu les relations diplomatiques avec Cuba. Les Cubains ont toujours exprimé leur volonté de normaliser, d'entretenir des relations normales avec le voisin sur une base de réciprocité, d'égalité souveraine et de non-ingérence dans les affaires internes. Donc Obama a décidé d'établir un modus vivendi, d'essayer de trouver une nouvelle approche, de mettre en place une nouvelle approche. Et il est vrai que le président Obama a été celui qui a adopté les mesures les plus emblématiques destinées à normaliser les relations avec Cuba. Il a été bien plus loin, par exemple, que l'administration Carter, qui aussi à son époque, entre 1979 et 82, avait ouvert des sections d'intérêt dans les deux capitales, donc une section d'intérêt c'est un peu l'équivalent d'une ambassade, mais c'est de moindre importance, à La Havane et à Washington. Obama a normalisé les relations, a rétabli les relations diplomatiques avec Cuba. Il a fait beaucoup plus que n'importe lequel de ses prédécesseurs, mais il a fait beaucoup moins que ce qu'il aurait pu faire ou que ce que ses prérogatives en tant que chef du pouvoir exécutif lui permettaient. Un exemple, au niveau du discours, le président Obama a appelé le Congrès à lever les sanctions économiques. Néanmoins, en tant que président des États-Unis, Obama disposait de toutes les prérogatives nécessaires pour lever 85 ou 90% des sanctions économiques. Il est simplement 4 aspects que le président des États-Unis ne peut pas toucher, ne peut pas modifier sans l'accord du Congrès. Le premier,
c'est que le président des États-Unis ne peut pas autoriser le tourisme ordinaire à Cuba. Il faut l'accord du Congrès. En revanche, le président des États-Unis peut ouvrir toute une série de catégories et élargir les définitions de ces catégories. Par exemple, il peut dire que les voyages culturels sont autorisés et définir, présenter la visite d'un musée à Cuba comme entrant dans la catégorie du voyage culturel. En faisant ça, il rétablirait de facto le tourisme ordinaire. Puisque si la seule obligation pour un touriste états-unien, c'est de visiter un musée pour pouvoir se rendre à Cuba, de facto, il dépasse cet obstacle. Le deuxième aspect, c'est que le président des États-Unis ne peut pas permettre au gouvernement cubain d'acquérir des matières premières alimentaires sur le territoire des États-Unis à crédit. En revanche, le président des États-Unis peut permettre aux Cubains d'acquérir tout autre produit non alimentaire à crédit. Le troisième aspect, c'est que le président des États-Unis ne peut pas autoriser les filiales états-uniennes installées à l'étranger à entretenir des relations commerciales avec Cuba. Par exemple, un exemple tout simple, Cuba ne peut pas acheter une voiture Ford dans une succursale au Panama. En revanche, le président des États-Unis peut parfaitement autoriser le commerce bilatéral entre La Havane et Washington, entre Cuba et les États-Unis. Vous imaginez bien que si Cuba peut acquérir une voiture Ford dans une succursale à Miami, elle n'aura pas besoin d'aller l'acquérir au Panama. Et le dernier point, le gouvernement des États-Unis, le président des États-Unis, ne peut pas autoriser les investissements états-uniens sur des propriétés à Cuba ayant été nationalisées dans les années 60 et ayant appartenu à des ressortissants états-uniens. En revanche, il peut autoriser les investissements des citoyens états-uniens sur les autres propriétés. Donc en définitive, si je devais mettre un jugement sur la gouvernance d'Obama, il a fait beaucoup plus que n'importe lequel de ses prédécesseurs, mais il a fait beaucoup moins que ce qu'il aurait pu faire. Que ce qu'il aurait pu faire. Alors, donc effectivement, donc vous rappeliez effectivement les notions attendues par Cuba pour qu'il y ait effectivement des relations apaisées, la souveraineté, la réciprocité, la non-ingérence dans les affaires internes. Alors, l'administration Trump arrive en 2017. Que se passe-t-il ? 2017, changement politique aux États-Unis et malheureusement, l'une des premières mesures prises par l'administration Trump, c'est d'annuler toutes les démarches, toutes les mesures constructives qui avaient été adoptées par son prédécesseur. Durant son mandat de 4 ans, l'administration Trump a imposé 242 pour être exact, nouvelles sanctions contre Cuba. Ça fait une moyenne de une toutes les semaines durant 4 ans. D'accord. Il s'en est pris aux 3 principales sources de revenus du pays. Il a limité le montant des remessas, tout comme l'avait fait son prédécesseur Bush. C'est-à-dire des transferts d'argent. Transferts d'argent. Oui, transferts d'argent, il a limité ça encore à $100 par mois. Plutôt $300 par trimestre, ce qui revient au même. Il s'en est pris aux services médicaux proposés par Cuba au reste du monde, en faisant pression sur les gouvernements pour qu'elles annulent les contrats. Par exemple, au Brésil, il y avait 8000 médecins cubains. Bolsonaro a annulé ce contrat. Au Guatemala, il y avait également un contrat de services médicaux proposés qui a été annulé. L'Équateur en avait fait de même. Et enfin, le troisième aspect, c'est qu'il a limité. Il faut souligner que durant la deuxième administration Obama, vous aviez 1,5 million de citoyens des États-Unis qui voyageaient chaque année à Cuba, en profitant des diverses niches proposées, voyages culturels, voyages scientifiques, donc etc. Il était possible d'aller à Cuba pour un Américain. Quoi. Obama a annulé toutes ces possibilités. Trump a annulé toutes ces possibilités. Et on en arrive aujourd'hui à l'administration Biden, qui durant sa campagne électorale avait promis
de revenir à la politique constructive d'Obama, puisqu'il faut rappeler que Biden a été le vice-président d'Obama. Il est malheureux de constater qu'à ce jour, il n'a rien fait. Il a poursuivi la politique. Il a maintenu les sanctions imposées par Trump, et illustrant ainsi, je crois, l'incapacité des États-Unis à accepter la réalité d'une Cuba souveraine et indépendante. Je crois que c'est ce qui explique un peu le différend qui oppose les États-Unis à Cuba. Les États-Unis ont toujours considéré Cuba comme étant, comme leur appartenant, comme étant un appendice naturel. Ce n'est qu'une histoire de temps pour eux. C'est ça. Et ils n'ont pas accepté cette réalité, et c'est pour ça que les sanctions persistent à ce jour. En dépit de leur caractère anachronique, de leur caractère cruel, on le disait tout à l'heure, elles affectent les catégories les plus vulnérables de la population, pas les dirigeants, du caractère illégal, puisqu'elles contreviennent aux principes élémentaires du droit international. Quelle est la solution pour ce différend? Je crois que tant que les États-Unis n'accepteront pas de baser leurs relations avec leurs voisins du Sud sur l'égalité souveraine, les Cubains sont très sensibles à tout ce qui relève de leur indépendance ou de leur souveraineté. Tant qu'ils n'accepteront pas d'adopter une politique de réciprocité, tant qu'ils n'accepteront pas de respecter ce principe fondamental qui est la non-ingérence dans les affaires internes, il n'y aura pas de solution à ce conflit. Parce que les Cubains ne sont pas prêts à renoncer à leur souveraineté. Les Cubains ne sont pas prêts, une nouvelle fois, à recevoir une missive d'un président des États-Unis qui leur dirait, comme en 1920, qu'ils peuvent envoyer un émissaire dans l'île sans en informer le président en exercice et qu'ils n'ont pas besoin de l'autorisation du premier magistrat pour envoyer un représentant spécial dans l'île. Alors, Salim Lamrani, je pense qu'on est au bout de ces trois parties passionnantes, et vraiment un grand merci pour avoir rendu aussi passionnante cette histoire. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, puisque nous évoquions en aparté la possibilité d'approfondir cette série, d'en faire une série assez longue, où chaque partie pourrait être un peu plus détaillée. Mais quels sont, pour conclure, comment est-ce que vous, qui connaissez bien le sujet, comment est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir une évolution un jour positif de cette histoire des relations entre les États-Unis et Cuba? Je dois avouer que je suis assez dubitatif, assez sceptique sur la capacité des États-Unis je dirais psychologique, à accepter la réalité d'une Cuba souveraine et indépendante. La rhétorique brandie aujourd'hui pour justifier l'hostilité, à savoir la démocratie et les droits de l'homme, ne résiste pas à l'analyse. On voit que si l'on compare la réalité cubaine avec celle du reste de l'Amérique latine, on découvrira rapidement que Cuba n'est pas le plus mauvais élève. Les États-Unis ont des relations normales avec la Chine, le Vietnam, avec des régimes du Moyen-Orient sans aucun problème. Je crois que les États-Unis n'accepteront pas de normaliser les relations avec Cuba tant qu'il y aura un système politique qui ne leur convient pas, tant qu'il y aura un modèle socio-économique différent dans le pays. Tout simplement, tant que les Cubains refuseront de renoncer à leur souveraineté. Parce qu'il est fondamental de rappeler que le différend qui oppose les États-Unis à Cuba est basé sur, d'un côté, volonté hégémonique et de l'autre, aspiration à la souveraineté. Le conflit entre Cuba et les États-Unis n'est pas tant un conflit Est-Ouest comme on a pu le croire durant la guerre froide, mais plutôt un conflit Nord-Sud. Et le Sud, Cuba, n'est pas disposé à revenir à la période pré-révolutionnaire. Quitte à subir les sanctions qu'elle subit depuis autant de décennies maintenant. C'est ça. Eh bien, Salim Lamrani, merci beaucoup pour cette présentation, et puis à très bientôt pour un prochain rendez-vous sur cette histoire des États-Unis et de Cuba. Merci. Au revoir.